L'enregistrement est parti. Je mets le PowerPoint également. Alors, on va essayer de le mettre plein cadre. Est-ce que vous avez bien le PowerPoint, Geneviève? Oui, 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 c'est bon. Voilà, Laurence, tu nous fais le préambule. Oui, alors bah, bienvenue à toutes et à tous. Pour ceux d'entre vous qui êtes habitués, ça va être une redite. Et pour ceux qui êtes connectés pour la première fois à un TAP, c'est-à-dire un témoignage d'alumni sur leur parcours professionnel, on récapitule juste quelques petits éléments. Ce format de visio qu'on organise à peu près une fois par mois, parfois un peu plus, etc., parfois un peu moins, ça dépend des périodes de l'année. C'est un format qui est issu d'échanges avec vous, les étudiants. Et toutes les thématiques qui sont traitées sont aussi issues de vos suggestions. Il y a une équipe d'étudiants qui travaille en proximité avec surtout Geneviève et Jean-Pierre qui drive tout ça. Et c'est grâce à cette équipe d'étudiants qu'on peut récupérer des suggestions de thématiques qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à poser dans le chat, à suggérer dans le chat des thématiques pour les prochaines éditions d'étapes. Il n'y a aucun souci. Et à chaque fois, on a plusieurs intervenants alumni qui sont en lien avec la thématique. Ce soir, on en a même quatre. Voilà, c'est la classe. L'idée, c'est que chacun des alumni va se présenter, enfin, être présenté par Geneviève et se présenter ensuite. Et bien entendu, le but, c'est d'avoir des échanges les plus interactifs possibles, les plus détendus possibles. Voilà, on est tous membres de la même communauté, donc c'est l'idée aussi d'avoir des échanges qui soient assez facile et direct. Néanmoins, pour rationaliser un petit peu tout ça, on vous demandera de poser vos questions dans le chat de Zoom au fur et à mesure. Et, euh, Évidemment, Jean-Pierre fera le modérateur et posera les questions à nos intervenants. Voilà. Dernière information, sachez que pour ceux d'entre vous qui connaissaient des gens qui devaient se connecter mais qui sont bloqués, etc., le table de ce soir, comme à chaque fois, sera disponible en replay. Et du coup, vous pourrez aussi trouver les replays de tous les autres sujets sur la même page qui est sur le site de Centralille Alumni et ce site web c'est centralien-lille.org. Voilà. Geneviève. On y va pour le Alors, bah, casting de ce vas-y. soir, Geneviève? Oui, bah, vas-y, Laurence, continue. Oui. Alors donc ce soir, nous accueillons au micro Pierre, qui est alumni 90, qui nous parlera de son parcours international, évidemment, puisque ce soir, le sujet, c'est les carrières à l'international. On va accueillir aussi Mohamed, qui lui est alumni Centrale Lille 2014. J'ai du mal à lire, je suis sur un tout petit écran. À l'international aussi. Jeanne témoignera elle-même qui a fait l'ITEM et est diplômée 2017 de son parcours. Et enfin, Benoît également, promo 2006 Centrale Lille. Vous allez voir que les parcours sont très variés, tant sur les pays, les jobs, les métiers, etc. Et donc, ce qu'on propose à chaque fois, c'est que, à tour de rôle, chaque alumni puisse se présenter à peu près en 10 minutes d'intervention, à la fois pour présenter son parcours, et puis j'ai laissé une coquille dans le bullet point, donc présenter son parcours à l'international et peut-être les points à retenir, positifs, négatifs, points d'attention, points de vigilance. Et ensuite, on lancera les échanges et le débat sur la base de vos questions dans le chat. Voilà. Bon, à moi. Et Alors, voilà, Geneviève a sorti les dossiers. C'est parti. voilà. Donc, j'ai été chercher mes trombinoscopes. Alors, vous voyez, Pierre faisait partie de l'option production industrielle. À l'époque, il n'y avait pas, comme il y a maintenant en G3, les parcours et les filières. Il y avait une option. Et donc, moi, j'étais la responsable de l'option production industrielle. Alors, vous voyez Pierre à côté, il avait un petit peu plus de cheveux, hein. Et puis, on le voit. Alors, j'avais fait un rond rouge autour de Pierre, là. Alors, Oui. à l'époque, c'était les élèves qui géraient le trombinoscope et chaque option choisissait sa mise en scène. Donc là, ils sont sur le toit du bâtiment B, du bâtiment des amphis.
Et je vais raconter une histoire dont tu te souviens peut-être, Pierre. Dans l'option, il y avait deux élèves, Jean-François Brun et Franck Tello, qui étaient des fous d'informatique et qui avaient réussi à entrer dans le système informatique de l'école. Et c'était l'année de sortie du film Le Cercle des poètes disparus. Et donc, comme ils avaient réussi à rentrer sur le site, sur l'ordinateur de l'école, eh bien, chaque semaine, ils envoyaient des poèmes à toute l'école, aux élèves, aux enseignants. Alors bon, au début, on ne savait pas qui faisait ça, et puis ça, ils ont fini par être découverts. C'était Jean-Claude Gentina, le directeur à l'époque, qui leur a tiré les oreilles, mais ils n'ont pas été vraiment grondés. C'était très gentil. Voilà. Donc, c'était l'option production industrielle, une bonne option à l'époque. Tu t'en souviens, Ouais, Pierre? je m'en Voilà. souviens. Et alors, à côté, bon, il y a tous les drapeaux, mais tu vas nous expliquer ça après, hein. Suivant. Alors, ici, c'est Mohamed. Alors, pour ceux qui ont déjà écouté les deux tapes précédentes, vous avez déjà entendu parler du projet G1G2 BioHand. Il s'agissait donc de faire une prothèse de main d'enfant de 4 à 6 ans. Donc, Mohamed, que vous voyez là, était un de l'équipe de choc parce que c'est un projet qui a été classé premier de tous les projets et qui a eu les félicitations du jury. Alors là, vous voyez, il y a Antoine Noël et Damien Bratic qui ont créé leur société qui s'appelle Japet Médical et qui font des exosquelettes. À côté, il y a Lucie Bache, vous avez vu il y a un mois, et puis il y a Mohamed. Alors Mohamed, lui, il était chargé de concevoir et de fabriquer la carte électronique qui pilotait la main. Et je crois qu'il en a un petit peu bavé, mais ça a marché, hein. Je crois qu'il a fallu tout apprendre, mais la main bougeait. Voilà. Et donc, ce projet avait été sélectionné pour participer à un concours des meilleurs projets possibles pour des startups. Voilà. Bravo, Mohamed. Ensuite, alors Jeanne donc, est sortie de l'ITEM en 2017. Je ne l'ai pas eu comme élève, mais Mohamed m'a raconté que c'est lui qui avait incité Jeanne à faire l'ITEM. Alors, j'espère que Jeanne ne regrette pas. Et puis que vous avez deux petits garçons. Et donc, je me dis que peut-être dans une vingtaine d'années, on verra les petits garçons à Centrale, non? Ils ont de qui tenir. En tout cas, j'espère qu'ils auront des vocations d'ingénieurs. Voilà, suivant. Alors, Benoît, à l'époque, il avait des cheveux. Donc, vous voyez, là, j'ai extrait ça aussi du trombinoscope. Alors, ça avait changé de formule. C'est-à-dire qu'il y avait la photo et puis chaque élève devait y mettre des renseignements sur bon, sa date de naissance, ce téléphone et puis aussi un peu ce qu'il voulait faire. Et là, vous voyez apparaître déjà la Chine, Shanghai, voilà, Changzhou. On voit déjà ce qui attirait Benoît à l'époque, hein, dans l'année 2005-2006. Bon, ben, il va nous raconter la suite. Voilà, merci. Alors, à vous, qui commence? Pierre? Un peu. Bonjour à tous, donc Pierre Guyot, j'ai été présenté. J'ai une anecdote, c'est qu'en fait j'étais quand même le plus mal classé de l'option. À l'époque c'était basé sur les classements, mais juste l'année d'avant il y a eu un logiciel qui a été mis en place et j'avais compris la logique du logiciel. Normalement c'était tout le monde dans les 50 premiers qui faisait production industrielle, moi j'étais 170e dans la promo sur 200. Après j'ai un G2. Mais j'avais bien compris comment fonctionnait le logiciel, donc j'ai mis production industrie en premier, j'ai mis un blanc après. J'ai mis automatisme, et donc j'étais rentré dans l'option alors que dans la logique passée, je ne serais jamais rentré, ce qui a été une bonne réussite, parce que c'est quand même que j'ai quand même bien aimé faire ça. Donc moi je suis donc j'ai sorti de, je suis très vieux parce que j'ai fait de l'IDN, moi, donc je suis sorti de l'IDN en 1990 et après j'ai fait, alors qui s'appelle plus comme ça non plus, j'ai fait l'ENSPM qui est IFP School maintenant et j'ai fait de l'économie et de la gestion pendant 18 mois. Donc j'ai commencé à travailler en janvier 92 et là j'ai commencé chez Peugeot
donc PSA, Stellantis, je ne sais plus comment les gens connaissent ça aujourd'hui. J'ai travaillé quelques mois avant de partir, ce qui s'appelait à l'époque un VSNE, qui doit s'appeler maintenant un VIE, je crois, ça existe Oui. encore, chez Peugeot en Angleterre, à Ryton, près de Coventry. Et mon épouse, donc Marie-Catherine, avait fait l'IDN aussi, Centrale Lille. Elle est sortie en 90 aussi. Elle commençait à travailler juste après l'école. On s'est mariés juste après l'école en septembre 90. Elle a travaillé, elle, sur une entreprise qui s'appelait Sommer Alibert à l'époque, qui s'appelle Forestia maintenant, ou Forvia, je crois que ça s'appelle Forvia, ça changeait de nom. Et quand on est parti en Angleterre, quand je suis parti en Angleterre en VSNE, elle a été aussi expatriée par sa boîte, donc on a travaillé tous les deux ensemble. C'est la première fois qu'on arrivait à travailler ensemble et on était partis ensemble en Angleterre. Et là, quand j'ai commencé chez PSA, j'étais aux achats, donc je m'occupais d'un projet de véhicules, de planning de véhicules. Et on est resté donc 18 mois. On a eu notre premier fils qui est né en Angleterre. Et qui est né, quand on était en Angleterre, parce qu'il est né en France. Et après, on est rentré en France et je travaille à Poissy, qui est encore une usine Stellantis aujourd'hui. Et puis, j'ai travaillé là pendant 6 ans, où j'ai fait des méthodes de programmation de production, j'ai fait des méthodes logistiques, et puis j'étais responsable d'un secteur de fabrication. Je m'occupais de la production de tout ce qui était suspension, train avant, train arrière. Pour les voitures, à l'époque, on faisait les 309, 205, donc ça vous rajeunit pas tout ça. Parce que je ne sais même pas si elles roulent encore, ces voitures. Donc, en 1998, un chasseur de tête m'appelle et il cherchait un poste de directeur de production pour une usine à Orléans de moteurs de tracteurs John Deere. Et là, comme c'était relativement intéressant à la fois financièrement et techniquement, c'était un job un peu où j'avais la production, la logistique, les méthodes, la qualité. Donc, c'était un poste un peu global de petit directeur d'usine. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, j'y suis allé. Et donc, je suis resté à peu près 4 ans avant d'aller dans une autre usine John Deere en France, qui est à Arc-les-Gray, qui est entre Dijon et Besançon, en Haute-Saône. Si vous aimez la pêche, c'est un port de pêche. Et je suis resté là 2 ans avant de partir en Allemagne pour ma première expatriation avec John Deere. Et donc, je travaillais à Mannheim, on habitait Karlsruhe. Et on est resté 3 ans. Et là, j'étais en charge des achats pour l'Europe et en même temps, j'avais aussi l'Amérique du Sud. Donc, et puis j'avais aussi une division, toute la division en termes de produits, c'était organisé par produit et par région. Donc, j'avais tout ce qui était, alors, parce que vous rêvez, moissonneuse batteuse et machine de récolte. Et puis j'avais en charge l'Europe et l'Amérique du Sud. C'était la première fois que j'avais un poste un peu global. J'allais au Brésil toutes les 6 semaines, passais une semaine au Brésil. Et j'avais une équipe où j'avais des gens déjà, j'avais des usines un peu partout en Europe, donc des Allemands, des Français, des Néerlandais. Et puis j'avais le Brésil, j'avais quelques usines en Amérique du Nord, donc j'étais fonctionnellement responsable. Donc à la fois en Louisiane et puis dans le Middle West. Et après ça, je suis revenu en France. Et là, j'ai été directeur général de l'usine dans laquelle j'avais travaillé, qui était en fait le business européen des moteurs. Et en parallèle de ça, j'étais président de John Deere France. Donc, John Deere France ayant aussi donc l'usine d'Arc-les-Gray et toute la branche commerciale de John Deere, donc toute la vente de machines agricoles sur le réseau français. J'ai fait ça, je suis resté là 7 ans. Et après 7 ans, on m'a proposé de prendre la direction des achats et de la logistique pour le groupe. Donc, je suis parti de France et je suis allé à Moline, Illinois. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très grave. C'est sur le Mississippi, qui est très beau. Mais donc, c'est à 2 heures et quelques de Chicago à l'ouest, donc, qui est dans la zone agricole américaine, dans la Corn Belt. Et là, donc, j'ai pris un poste de vice-président des Supply Management and Logistics. Et je m'occupais de tous les achats du groupe. Et donc, ça fait à peu près 15 milliards d'achats. Et puis, toute la logistique, c'est qu'on on était aussi opérationnel sur la logistique, dans tout ce qui était camions, bateaux, avions, tout ce que l'on transporte dans le groupe. Et j'ai fait ça pendant à peu près 4 ans et demi. Et puis, depuis donc, mon poste actuel, que j'ai depuis janvier 2019, donc je suis senior vice president
de John Deere Power System, qui s'occupe de tout ce qui est moteur, système de production, système de propulsion, donc moteur, transmission. On fait un peu d'hydraulique aussi pour le groupe. Et puis depuis 2 ans, on a aussi toute une activité électrification. Donc on a aussi une usine de batterie, un développement de batteries électriques pour nos véhicules. Donc je suis aussi en charge de ça. On a fait une acquisition et donc je suis le chairman de cette entreprise. Donc voilà un peu ma carrière. Depuis, en fait, ça fait 32 ans que je travaille. J'en ai passé 15 à l'international. Ça fait, donc, quand je suis à l'international, c'est aussi des postes où j'ai des activités mondiales. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a à peu près 11 usines. J'en ai à gérer dans mon groupe. Une en Argentine, une au Mexique, une en Inde, une en France, une en Autriche, et puis le reste deux au Mexique et le reste aux États-Unis. Et donc les usines dans le Kansas, dans le Missouri et puis dans Iowa, Illinois. Donc, et quand j'étais en Allemagne, j'avais des équipes. Et quand j'étais au supply management, j'avais des équipes à travers le monde. Donc, des équipes en Chine, en Inde, au Brésil, en Argentine, en Allemagne, en France. Donc, toutes les différentes régions étaient organisées, tout ça me reportait. Donc, mes enfants m'en veulent beaucoup pour mon empreinte carbone. J'ai eu des années où j'ai fait 100 vols ou 150 vols dans l'année. Donc, j'ai passé quand même beaucoup de temps à voyager dans les aéroports. Voilà. Voilà ma carrière. Quelques expériences, en fait, en quoi c'est enrichissant, en quoi c'est difficile et en quoi c'est... pour moi, j'ai toujours été intéressé par le voyage. En fait, quand j'étais étudiant, même avant des étudiants, je faisais de la voile. J'étais en équipe de France de voile, donc j'ai fait des régates à travers le pays, à travers l'Europe. J'ai toujours aimé voyager, être à des endroits. Donc, avoir des jobs qui m'ont permis de continuer à voir du pays, à voir du monde, travailler avec des gens. La richesse. Dans mon équipe aujourd'hui, dans mon staff, j'ai un Mexicain, j'ai des Indiens, j'ai des Français, j'ai des Américains, j'ai des Argentins. Rien que de connaître la géopolitique, comment se passent les pays, les systèmes d'éducation, les rencontrer. Et puis, au fil du temps, moi, c'est 25 ans maintenant, je suis chez John Deere, 26 ans cette année, je connais les gens relativement bien et on a quand même à échanger sur les cultures et sur les façons de voir, les façons d'être, les façons de penser. Et l'enrichissement de perspectives différentes à travers le monde m'ont toujours passionné. Ce qui a toujours été pour moi aussi intéressant et enrichissant a été de voir les approches et même si on est une entreprise globale, la manière de résoudre les problèmes, la manière de voir les choses et puis d'apprendre d'un pays sur l'autre. Les Indiens sont en Inde, alors je n'ai pas trop dit ça, mais en Inde, il y a une dynamique, une énergie, une façon de voir qui est très innovante, avec un esprit très, très frugal. Les Français sont très créatifs, ont embrassé quand même assez bien la technologie. Les Américains ont une énergie dingue, il n'y a rien qui les arrête. Les Mexicains, demain sera notre jour. Il y a toute une culture qui est vraiment intéressante. Les challenges, en fait, c'est quand même pas facile d'être de nulle part. On a toujours essayé quand même de se raccrocher, et notamment pour essayer d'ancrer les enfants, les enfants à des lieux. Donc, on a essayé d'avoir un peu des lieux où on se retrouvait. Quand on est parti aux États-Unis, on a acheté un appartement à Paris. Nos 3 enfants étaient étudiants, donc c'était leur lieu où ils se retrouvaient. Et puis, c'est lieu où on se retrouvait. Ma femme rentrait quasiment toutes les 6 semaines, ou les 6 semaines pour les voir et pour aussi voir sa mère. Très dur d'être loin de sa famille, de ses parents. Moi, ma mère a 94 ans. Il y a plus de jours derrière elle que devant.
être là, à pouvoir la voir une fois par an, deux fois par an, donc prendre le temps de tout ça, ça prend énergie et on sent une certaine culpabilité quand mes frères et sœurs sont à côté, s'en occupent beaucoup plus que moi. C'est pas toujours facile à vivre. En fait, le plus gros enjeu a été qu'elle m'était essentiellement pour ma femme, pour mon épouse. Donc, comme je disais, qui a aussi fait Centrale Lille IDN, qui est sorti en 90, qui a travaillé 7 ans, un peu en Angleterre et puis en France, et qu'on est parti à Orléans, donc elle a dû quitter son boulot. On avait des enfants jeunes, donc pendant 1 an ou 2, elle s'est dit, bon, je vais m'occuper, et puis je vais rester à la maison, je vais faire des trucs, je vais prendre des cours. Donc elle a étudié, et puis elle dit, je vais mettre sur le marché du travail, elle commence à chercher, et là, poum, on part à Dijon. Au bout d'1 an à Dijon, tant qu'on s'installe, installer les enfants, elle dit, bon, j'ai travaillé, boum, on part en Allemagne. Surtout qu'on est parti, on a fait la rentrée en septembre, j'étais en poste en octobre, et je l'ai su 3 semaines avant. Quand on est parti à Dijon, je l'ai su 3 semaines avant. Donc, et puis après, l'un dans l'autre, en Allemagne, barrière de la langue, les diplômes, elle n'a pas travaillé, on revient en France. Là, elle commence à trouver une activité, et boum, on part aux États-Unis. Et puis là, c'est quand on est, sa mère a aussi 96 ans aujourd'hui, les enfants en France, impossible elle voulait rentrer régulièrement, donc rentrer toutes les 6-8 semaines, ça ne permet pas d'avoir un emploi et il n'y avait pas de télétravail à l'époque aussi développé au moins. Donc ça a été l'enjeu et tout ça, ça, quand même ça pèse un peu sur moi en particulier, mais sur la famille. De l'autre côté, les enfants ont une expérience internationale importante dans leur esprit. Donc, avoir vécu, eux, ils ont extrêmement vécu en Allemagne. Et ils sont quasiment tous trilingues, à part notre fille qui était très jeune en Allemagne, ils sont tous trilingues, français, allemand, anglais. Le fait qu'on habite aux États-Unis, ils sont venus très souvent. Donc, ils ont cette culture du. Et c'est assez marrant, notre aîné est marié avec une Marocaine, le deuxième est marié avec une Chinoise. Euh, donc, ça crée une culture internationale un peu globale qui les a beaucoup enrichis. Je pense ils ont fait l'ensemble des bonnes études et ils sont bien débrouillés dans leur approche des choses. Et professionnellement, ils ont une agilité intellectuelle pour s'adapter aux choses qui a permis de les rendre plus efficaces et plus intégrés dans le monde global, en fait. Voilà, je ne sais pas trop quoi d'autre. Non, le dernier enjeu a été celui qu'être notre fille. Alors, non pas qu'elle a un problème particulier, mais elle est arrivée aux États-Unis à 14 ans. Elle a fait son high school. Donc, le high school commence en troisième, l'équivalent d'un année de collège jusqu'au bac. Et après, elle a fait 4 ans de collège en Californie. Donc, elle a commencé dans l'Iowa où on habitait, partie en Californie. Elle est vraiment, s'il y avait une île entre New York et c'est Madère, mais au milieu, elle est quand même, c'est assez difficile pour elle parce qu'elle adore, elle est américaine quelque part. Tous ses amis le sont, il y a cette énergie américaine. Toute sa famille est en France, elle se sent très seule quand elle est toute seule aux États-Unis et quand elle est en France, il lui manque quelque chose. Donc elle est dans ce monde où il risque, je ne sais pas s'il va, mais il risque de lui manquer toujours quelque chose en étant, elle, clairement binationale, sans binationale culturellement, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un peu cette idée, et qui rend, en fait, c'est pas toujours facile pour nous, parce que faut gérer ça. Donc, elle a fini ses études, elle a dit, je vais rentrer en France, au bout de quelques 6 mois, elle dit, bon, quand même, je suis quand même bien aux États-Unis, et elle va faire un master aux États-Unis. Donc, bon, voilà, un peu cette problématique-là qui rend les équilibres familiaux un peu difficiles. Voilà, je pourrais en dire pendant des heures, mais je pense qu'il y a d'autres personnes Il qui y ont a- des choses passionnantes à dire. alors, il y a des questions sur les langues, en particulier Gaspard là, qui demande si pour travailler en Allemagne, l'allemand est obligatoire. Alors, il valait mieux pas, euh, parce que Ein Pils bitte, c'est à peu près tout ce que je sais dire en, en allemand. Non, alors, le fait de travailler dans une boîte internationale, une boîte mondiale, où l'anglais est la lingua franca, tout le monde parlait allemand, et puis après, pour aller acheter du pain, je me débrouillais. Non, en fait, on habitait en Allemagne, je baragouinais l'allemand, ma femme parle allemand, et puis mes enfants ont très de parler allemand, en fait. Donc, non, ça n'a pas été un problème, mais parce que j'étais dans une boîte américaine.
pense que si j'étais une boîte allemande, ça aurait été un autre sujet. Donc ta langue, c'est l'anglais. Hmm. Ok, Moi, je parle Nathan. anglais-espagnol, donc français, anglais, espagnol. Et l'espagnol, je l'utilise même quand je suis au Mexique, en Argentine, je l'utilise relativement peu. On fait toutes nos réunions en anglais. Il y a toujours un Américain ou quelqu'un qui ne parle pas la langue du pays, donc on fait toutes nos réunions. Et même quand je suis en France, très souvent, on fait les réunions en anglais quand on est en France, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans la salle qui ne parle pas français, en fait. Ou maintenant, en visio, qui ne parle pas français. Donc Nathan, qui revient sur ce que tu viens de traiter d'une certaine manière, les avantages inconvénients de travailler à l'étranger par rapport à la France, mais il y met des mots-clés avantages inconvénients en matière de salaire, en matière de langue, tu viens d'en parler, d'impôts, charges, etc. Et puis sur la vie quotidienne et les opportunités de carrière également. Alors, moi, je suis parti aux États-Unis parce qu'on m'a proposé un poste. John Deere, c'est 60 milliards de chiffre d'affaires. C'est en gros le directeur des achats de PSA, en fait, qu'on m'a proposé. Et ce n'est pas un poste que j'aurais pu avoir en France parce que je n'étais pas connu sur le marché. Donc, professionnellement, c'est une opportunité. Alors après, financièrement, c'est sûr qu'on gagne 3 francs 6 sous. Euh, alors après, toute l'histoire des taxes, des machins, on gagne beaucoup d'argent, mais on en laisse beaucoup. Ça coûte cher, les cartes internationales. On rentre en France de manière régulière. On laisse des taxes, des ventes, des trucs. Et surtout, alors maintenant, il y a un truc qui s'appelle le FATCA, qui est tous les placements, sortir des placements. Financièrement, on y laisse des sous. Mais bon, à l'échelle d'une vie, on s'en fout un peu, en fait. Euh, Parce qu'in fine, je vais mourir avec de l'argent. Donc, c'est pas très grave. Donc, voilà. Donc, après, il y a la retraite, des trucs comme ça, où on a des systèmes compliqués. Mais bon, c'est pas très grave, en fait. On va vivre avec ce qu'on a. Et on vit pas pour. C'est pas très grave, in fine, en fait. On navigue le système et puis on se débrouille et on y arrive, en fait. Donc, moi, si je rentre en France, j'ai pas de sécu, des trucs comme ça. Bon, il faut trouver des moyens pour, euh, pour trouver. Mais honnêtement, si je serais indécent dans ma situation de me plaindre de quoi que ce soit, honnêtement. Victor revient sur une question plus personnelle. Quel conseil donnerais-tu à tes enfants, aux plus jeunes en particulier, pour leur carrière internationale? En particulier suite aux erreurs, aux regrets que tu as pu avoir dans ton énorme parcours. Moi, je pense que il faut être conscient de ce que c'est, en fait. C'est un choix. Il y a des, il y a, ça apporte des tonnes. Ça donne des perspectives, ça donne des ouvertures. Je pense que c'est juste, il faut le savoir. Il faut savoir qu'il y a des choses. On ne gagne pas tout, en fait. Hein, on ne gagne pas tous les coups. C'est pas un truc. Il y a des effets collatéraux, il y a des effets secondaires. Le tout, moi, j'ai pas vraiment de conseils, si ce n'est d'être conscient dans quoi on s'engage. Il y a des risques. J'aurais pu me faire virer. Alors, système américain, j'ai pas de contrat, hein, moi, hein, ici. Hein, je peux me faire virer demain matin. Je prendrai un chèque certainement, mais je repars du matin au soir, je paye mon billet de retour et je paye mon déménagement et voilà quoi. Donc, d'un autre côté, ça, ben, on vit quoi. Hein. C'est des trucs rigolos à faire, c'est des trucs sympathiques. Moi, j'ai aujourd'hui un job où je m'amuse comme un petit fou. J'ai pas mal d'influence et de pouvoir, j'ai de l'impact. Ce qu'on fait, c'est amusant. Voilà, après, j'aurais potentiellement pu le faire en France, potentiellement, je ne sais pas. Mais les faits ont fait que j'ai été là, dans une entreprise mondiale, et ça se passait aux États-Unis. Et que, voilà. Moi, je pense que je regrette pas du tout de ce que je le referais si je devais le refaire, hein, sachant ce que ça coûte.
Bien, merci. Je propose qu'on passe à Mohamed. Tu restes avec nous, Pierre, bien entendu. Oui, pas de souci. Bonjour à tous. Donc moi c'est Mohamed Diallo. Je suis promo 2014 de Centrale-Île. Alors je suis franco-ivoirien, donc là pour moi être en France ou être en Côte d'Ivoire, pour moi c'est pareil. Donc là je suis basé en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc mon expérience à l'international, elle est un peu différente. Bon, je vais prendre le temps, de l'expliquer. J'ai commencé ma carrière en sortie d'école en 2014 hein, avec, en tant que manager maintenance et travaux de génie civil à la SNCF. Donc globalement, ça s'occupait, si vous voulez, de la maintenance et des travaux ferroviaires sur un parcours. Donc moi, j'étais sur la ligne B entre le Bourget et l'aéroport, en fait. Charles de Gaulle. On s'occupait aussi des portions de voies jusqu'à Soissons. Donc, c'est une ligne qui va au nord enfin, jusque dans l'Oise, on va dire. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans à peu près. Et puis, j'avais une forte envie quand même, hein, parce que j'ai quand même vécu 17 ans de ma vie en Côte d'Ivoire avant de rentrer en prépa à Douai, à côté de Lille. Donc, j'ai quand même j'avais quand même une forte envie de revenir en Côte d'Ivoire pour des raisons professionnelles, parce que j'ai toujours développé une certaine appétence on va dire, pour les projets d'infrastructure en Afrique, parce qu'ils ont des particularités. Ces projets-là, ils ont des difficultés, on va dire, ils ont des difficultés particulières, j'ai envie de dire, et je vais y revenir aussi. Donc j'ai toujours eu cette envie-là. Donc la Côte d'Ivoire pour moi c'était un bon point de chute parce que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Donc je suis rentré en 2014, pardon, je suis rentré en 2018 sur le projet du métro d'Abidjan. Donc c'est un projet qui est en cours en ce moment, donc qui était en phase, on va dire, de procurement à l'époque, qui est une ligne ferroviaire nord-sud hein, qui traverse toute la ville d'Abidjan sur 37 km. Donc un giga projet, on va dire le projet ferroviaire le plus grand pour l'instant, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai participé à ce projet-là pendant 2 ans, alors 3 ans on va dire globalement, parce que pendant ces 3 ans-là, j'ai profité pour faire un master spécialisé en système de transport ferroviaire et urbain à l'école des ponts. Donc là, ça a été un retour plutôt en France. Donc voilà, donc j'ai travaillé 3 ans sur ça. Alors c'était essentiellement appuyer, si vous voulez, le ministère des Transports pour structurer le projet. Voilà, donc j'étais chef de projet ingénierie et c'était en fait appuyer l'État sur toutes les questions techniques, sur toutes les questions aussi de structuration financière et même du juridique pour pouvoir, si vous voulez, arriver à un contrat de concession qu'il ferait avec un groupement français hein, finalement. Donc le groupement français qui travaille sur ça, c'est Bouygues, Colas, Keolis et Alstom qui fait les rames. Donc ça a été vraiment une expérience, on va dire, pionnière hein, aujourd'hui dans ma carrière, parce qu'à partir de là, j'ai confirmé mon intérêt pour les grands projets d'infrastructure en Afrique. Et du coup, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle CPCS, qui est Canadian Pacific Consulting Services. Ça fait un peu moins de 3 ans. Donc, c'est une entreprise de conseil et en fait, c'est la branche conseil de l'ancienne Canadian Pacific. La Canadian Pacific, c'est une grande ligne ferroviaire qui existe au Canada, qui connecte l'Est et l'Ouest du Canada. Donc, il y avait créé à l'époque une branche conseil qui en fait aujourd'hui est devenue indépendante euh, euh, et donc qui mène ses activités de manière indépendante depuis les années 95, donc qui n'est pas très connu en France, mais qui réalise pas mal de projets en Afrique. Donc le siège social il est à Ottawa, au Canada. On a aussi des bureaux aux États-Unis qui nous permettent de couvrir en fait l'Amérique du Nord. On a des bureaux en Asie et on a surtout des bureaux en Afrique. Donc, Abidjan, ici, moi, je suis au bureau d'Abidjan. On a un bureau à Dakar, un bureau à Conakry. Donc, ça, c'est vraiment mon expérience du moment. Et c'est avec cette expérience-là, surtout, que j'ai vraiment commencé, on va dire, à travailler à l'international. Alors, moi, j'ai que le bon côté, on va dire, du travail à l'international parce que je suis pas obligé d'être basé dans les pays dans lesquels je travaille. Alors, en ce moment, par exemple, j'ai à peu près 7 projets actifs en ce moment. Et ces projets-là, il y a des projets qui sont par exemple en Guinée, donc ça amène à se déplacer, on va dire, allez, une à deux fois par saison, ce que j'entends par saison, on va dire par trimestre, sur ces projets-là
voilà, pour des questions d'engagement de parties prenantes et pour travailler sur le terrain. On n'est pas obligé, si vous voulez, d'être basé dans les pays où on fait les projets. Donc, ça m'a permis de travailler aujourd'hui dans une quinzaine de pays en Afrique, essentiellement en Afrique subsaharienne. J'ai eu à travailler sur un ou deux projets au Canada, mais la plupart des projets sont surtout en Afrique subsaharienne. Et pour décrire un peu ce qu'on fait aujourd'hui dans ce métier du conseil-là, il est un peu particulier. On n'est pas ils embauchent des ingénieurs, mais on n'est pas des ingénieurs pointus qui allons faire des études techniques comme peut le faire, je ne sais pas, des cabinets enfin des boîtes comme Sistra ou des boîtes comme CETEC. Mais en fait, on va être in the middle. C'est comme ça qu'on aime se définir parce qu'on est des ingénieurs, alors ingénieurs conseil. On peut appeler ça ingénieur conseil. Donc, je vais prendre un exemple pour illustrer ce qu'on fait spécifiquement. Donc, en ce moment, je mène un projet, une étude de faisabilité ferroviaire pour la présidence du Togo, par exemple. Donc, c'est une ligne ferroviaire qui veut être que le Togo veut construire entre Lomé et une ville qui s'appelle Sinkassé, qui est au nord du Togo, donc qui est à la frontière entre le Togo et le Burkina Faso. Donc, cette étude, donc ce projet ferroviaire-là, l'État ne sait pas du tout comment partir, en fait. Ils ne savent pas comment faire le projet. Donc, on sera chargé de faire l'étude de faisabilité complète, donc de réaliser dans un premier temps l'étude de trafic pour savoir quels sont les revenus qui pourront être captés par l'État. Ensuite, on va étudier le niveau de CAPEX et d'OPEX, donc les coûts d'infrastructure et les coûts opérationnels de la ligne. Et on va mouliner tout ça et puis apporter aussi du conseil financier pour expliquer à l'État, voici les revenus, voici ce que ça coûte, voici ce que vous pouvez payer. Et aujourd'hui, votre stratégie, ça doit être celle-là pour aller chercher des financements privés ou aller chercher des financements auprès des DFI, donc la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou divers investisseurs institutionnels, on va dire, pour pouvoir financer le projet et le réaliser. Voilà l'impact finalement économique que ce projet aura sur le Togo. Voilà l'impact financier que ça pourra avoir sur les finances du Togo. Donc voilà, donc c'est un peu tout cet ensemble d'études-là qui nous mène en fait à cette activité de conseil-là. Et j'insiste beaucoup sur cette notion de conseil. En fait, on n'est pas des ingénieurs qui allons faire une étude d'ingénierie, de tracé, et puis dire au client finalement, voici le tracé, et voilà, tiens, débrouillez-vous avec ça, l'État. Mais on va vraiment apporter cette touche supplémentaire à l'État pour vraiment créer de la valeur. Donc, être capable de dire à l'État, ça coûte tant, on trouve que c'est plus stratégique pour vous aujourd'hui, au lieu de faire une ligne, par exemple, qui va quitter Lomé, qui va aller jusqu'à la frontière à Sinkassé, à la frontière avec le Burkina. Nous, on vous conseille plutôt de faire une ligne qui va s'arrêter, on va dire, au milieu du Togo, dans une ville qui produit, on va dire, du trafic minier, par exemple. Ça sera plus rentable pour l'État. Donc, il y a vraiment cette valeur ajoutée et cet impact-là qui est assez significatif dans le métier que moi je fais aujourd'hui, en tout cas. Donc, pour en revenir au sujet, on va dire, du jour, sur les aspects, sur le volet international de nos activités. Alors, comme je disais en introduction, pour moi, j'ai que les côtés positifs, finalement du volet international, parce que je suis basé en Côte d'Ivoire, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, donc je ne suis pas dépaysé du tout. J'ai ici toute ma famille, j'ai ici mes parents, j'ai mes frères et soeurs qui sont tous rentrés, qui ont tous fait des études à l'international et qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Donc j'ai pas ce volet-là. Et j'ai le volet intéressant de bosser sur plusieurs projets, de visiter plusieurs pays, d'aller dans ces pays-là. Et si je peux décrire, on va dire, quelques points positifs, c'est vraiment de comprendre que les projets d'infrastructure, les grands projets d'infrastructure, en tout cas en Afrique subsaharienne, ne sont pas forcément menés comme les projets d'infrastructure en Europe. Ils connaissent leur propre réalité. Ces projets-là connaissent leur propre particularité aussi. Je vais prendre un exemple concret pour pouvoir illustrer ça. En ce moment, je mène une étude ferroviaire entre la RDC et le Burundi, parce qu'il faut savoir que tout l'est de la RDC, c'est une zone qui est totalement enclavée, donc qui ne communique pas, par exemple, avec l'ouest de la RDC. Donc, pour sortir toutes les marchandises qui sont, on va dire, à l'est de la RDC, il faut faire passer par le port de Mombasa, qui est totalement à l'est de la corne de l'Afrique, en fait.
Donc, il y a une ligne ferroviaire qui est envisagée par une agence de facilitation de transport entre ces deux pays-là. Donc, quand on est en groupement, si vous voulez, avec des ingénieurs, hein, donc une entreprise d'ingénierie très connue en Afrique australe qui s'appelle Orecom, enfin qui s'appelle Zoutari ex Orecom. Et du coup, cette entreprise-là, en fait, s'occupe du tracé. Donc, ils ont réalisé un tracé, si vous voulez. Et ce tracé-là, il traverse le Burundi, il traverse aussi le Rwanda, et il vient rejoindre la RDC. Donc, le boulot d'ingénieur, il est fait. Établir ce tracé-là, c'est réfléchir au tracé optimal, c'est réfléchir au tracé pardon, le moins cher, qui apportera le plus de valeur financière, on va dire, au moins aux États. L'avantage que nous, on va apporter, on va dire, en termes de conseil, en tant que conseiller, et c'est vraiment là où on a notre impact, c'est de comprendre qu'une ligne ferroviaire qui quitte le Burundi et qui va en RDC ne peut pas passer par le Rwanda, c'est pas possible, parce qu'on a une zone qui est totalement instable là-bas, à l'est de la RDC. On a une zone conflictuelle, on a le Rwanda qui ne s'entend pas avec la RDC. Donc, en fait, produire une telle étude de faisabilité pour l'État, c'est en fait, voilà, c'est un bout de papier qui va finir à la poubelle parce que c'est une ligne qui ne verra jamais le jour. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment important dans notre métier de conseil. Et c'est vraiment l'une des, comment dire, l'une des choses les plus positives que moi je tire de cette expérience à l'international. Parce qu'on apprend vraiment différentes cultures, différentes façons de traiter les sujets. On ne traite pas les sujets en RDC comme on traite les sujets en Guinée. En Guinée, en ce moment, on fait un projet de conseil financier sur le plus grand projet minier, je dirais, d'Afrique. Pour les infrastructures auxiliaires aux mines, on ne traite pas les sujets de la même façon. Donc voilà. Donc un impact que ça peut, enfin qui peut ressortir pour un jeune ingénieur aujourd'hui, c'est vraiment comment dire, cette dimension terrain, cette dimension impact. C'est-à-dire que l'ingénieur aujourd'hui qui va rejoindre par exemple CPCS, il ne fera pas uniquement une étude d'ingénierie pour produire un résultat, mais qui ne servirait peut-être pas. En fait, il va avoir cet impact-là et puis produire un résultat qui peut servir réellement. Donc, c'est un peu pardon, c'est un peu ce créneau-là entre l'ingénieur et le conseiller mêlé à toute la culture de l'expérience à l'international que moi je trouve beau en tout cas dans les projets que je réalise aujourd'hui. Donc en termes de points négatifs, honnêtement, à part bien aiguiser, on va dire, sa capacité d'adaptation, parce qu'il faut parler comment dire, à différents niveaux de responsabilité. On ne s'adresse pas, on va dire, à un ministre comme on s'adresserait à un chef de projet dans une entreprise classique. Il y a des façons de faire, il y a des codes. Voilà, à part cette difficulté, on va dire, finalement, à adapter son discours, à parler avec pédagogie, parce que quand on explique, par exemple, à un ministre que la ligne ne peut pas passer par tel endroit pour telle ou telle raison, on n'explique pas au ministre comme on l'expliquerait, par exemple, à un ingénieur qui comprend tout à fait le projet. Donc à part cette difficulté et puis ce petit problème qui amène en fait à s'adapter à chaque fois, moi je tire que des côtés positifs de cette expérience que j'ai pour l'instant à l'international. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez, enfin s'il y a des questions, je peux les prendre. Ce que je propose peut-être, c'est que Jeanne fasse sa présentation, ce qui permettra de traiter les questions plus personnelles de manière commune. Sinon, ça va faire redite après. Est-ce que Ça ça te marche? convient et est-ce que ça convient à Jeanne? Moi oui. Oui, pas de souci. Bon, du coup, je vais partager mon écran. Vous me dites quand vous le voyez. Ah, pour l'instant? Oui, c'est Euh, bon. voilà. Donc, c'est bon, vous voyez l'écran? Oui, très bien. Ok, parfait. Donc, moi, je vais rapidement me présenter. Je suis Jeanne Laurence, épouse Diallo, parce que je suis mariée avec Mohamed Diallo. Donc, voilà. Et comme l'a dit tout à l'heure Geneviève, j'ai fait l'ITEM. Donc, à l'ITEM, j'ai eu un j'ai eu un diplôme, le diplôme de l'ITEM, mais aussi un Master of Science avec Schema. J'ai fait ma dernière année à Schema où j'ai fait International Marketing et BizDev. Donc, en sortie d'école, je suis partie. En fait, à l'ITEM, on a 8 mois de stage à l'étranger. Donc, j'avais fait 8 mois de stage en Angleterre chez Bouygues. Du coup, où là, c'était sur de la rénovation de tout un quartier défavorisé
à côté de Londres qui s'appelait Southall. C'était un très gros projet où on devait réhabiliter. J'étais du coup sur le chantier en conduite de travaux. Ensuite, juste après mon diplôme, j'ai rejoint le graduate programme de Bouygues TP. Et là, je me suis retrouvée à Hinkley Point, qui est à Bristol, au sud-ouest de l'Angleterre, où là, j'ai passé une année. C'est un projet de 20 milliards d'euros. C'est un projet de centrale nucléaire. Donc là, j'étais un peu garant de toutes les problématiques techniques. Je faisais un peu l'interface entre et le chantier. Donc, du coup, il fallait s'assurer que tous les matériaux qu'on commandait étaient conformes aux spécifications techniques du chantier, au cahier de charge, tout simplement d'EDF. Et les cahiers des charges, c'était des pages, bon, c'était des écrans et des écrans de documentation sur la conduite à tenir sur le chantier, sur de nombreuses spécifications. Donc, c'était très, très intéressant. Vivre en Angleterre aussi, c'était une aventure. C'était ma première aventure à l'étranger, du coup, qui était très enrichissante, avec une culture totalement différente de la culture francophone. Ensuite, du coup, je me suis mariée avec Mohamed et lorsqu'il a eu le métro d'Abidjan, j'ai pris un VIE en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Matière, qui fait des ponts, qui- dans laquelle, en fait, on a construit 11 ponts. C'était un projet financé AFD à l'intérieur dans surtout l'étendue de la Côte d'Ivoire pour désenclaver des populations qui étaient enclavées pendant les saisons des pluies. Donc, ce VIE, je l'ai fait pendant une année et après, j'ai rejoint Schneider Electric. Donc, c'est là où j'ai commencé mon aventure chez Schneider et là, ça va bientôt faire 5 ans que je suis chez Schneider. J'ai commencé en tant que gérante d'offres. Donc, j'ai rejoint la division Power Product. C'est la division qui va faire tout ce qui est tableau TGBT, pour faire simple. Tout TGBT, tous les gros disjoncteurs, un peu toute l'offre qu'on appelait avant Merlin-Gérin, donc aujourd'hui qui avait été acheté par Schneider Electric. Donc là, c'est là où je rejoins Mohamed dans l'aventure, c'est que basé à Abidjan, j'ai commencé un peu à toucher à toute l'Afrique subsaharienne. Donc je gérais 15 pays en même temps, j'étais responsable de l'offre, de cette offre. Donc c'était plutôt une position marketing, mais qui avait besoin de quelqu'un qui avait la double compétence et marketing et ingénieur, parce que bon, c'était de parler. Le point, c'est j'accompagnais les commerciaux à vendre des produits sur des projets techniques. Donc, il fallait avoir cette dimension de comprendre ce que c'est que les besoins d'un EPC, les besoins d'un tableautier qui va monter les tableaux, les besoins d'un ingénieur du bureau d'études. Donc, il y avait vraiment une dimension et en plus, les produits qu'on vendait sont très techniques comme un disjoncteur à grande puissance. Il faut comprendre un peu les bases de l'électricité. Et ce n'était pas un poste pour un marketeur purement sorti d'école de commerce. Donc voilà, je l'ai fait pendant 3 ans. Ensuite, j'ai occupé 2 autres postes en parallèle qui étaient du coup de gérer tout le canot bureau d'études, donc les accompagner avec tous les logiciels pour les aider à dimensionner des tableaux, des circuits électriques avec les produits Schneider intégrés, également d'animer cette communauté de bureaux d'études, d'accompagner les commerciaux à mieux prescrire les produits Schneider dans les différents plans électriques. Donc ça, je l'ai fait pendant 2 ans et demi sur toute l'Afrique francophone. Donc l'Afrique francophone, c'est 65 pays chez Schneider. Donc il y avait l'Afrique subsaharienne, il y a le Maghreb, donc Algérie, Tunisie, Maroc. Et il y a aussi toutes les îles Dom-Tom, mais aussi la République dominicaine, Cuba, et il y aura le Pacifique. Donc c'est assez vaste. Et en parallèle également, j'étais segment healthcare leader, c'est-à-dire que tous les projets d'hôpitaux. Donc ça, je l'ai commencé juste après le Covid. Pendant le Covid, il y a eu un boom au niveau des projets d'hôpitaux. Donc, on faisait énormément de chiffres d'affaires. On faisait rien avant le Covid et on a fait un boom à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là,
il fallait gérer tous ces projets-là dans toute cette zone, dans ces 65 pays. Donc, toujours basé à Abidjan, j'ai fait ça. Ensuite, après ces 3 ans et quelques à faire ça, j'ai décidé de quitter la partie business de Schneider et c'est là que j'ai rejoint la partie euh, euh, développement durable de Schneider, donc toute la partie RSE de l'entreprise. Et Schneider a une ambition RSE. D'ailleurs, juste pour vous dire, Schneider a été nommé 3 années de suite la meilleure entreprise sustainability du monde. Donc, ils ont vraiment un plan qui est très axé sur le développement durable. Et j'ai rejoint du coup les programmes de ces projets-là, de RSE, et notamment le programme de Youth Education and Entrepreneurship. Qu'est-ce que c'est? Et c'est en fait des programmes d'accès facilité. Schneider participe à faciliter les projets, finance des programmes d'insertion professionnelle, mais pas que. Ils financent des programmes de formation dans l'énergie de manière globale, mais aussi spécifiquement dans la transition énergétique, pour préparer les jeunes à des nouveaux métiers d'ici 2025-2030. Donc, pour faire simple, et l'ambition, c'est de former 1 million de jeunes d'ici 2025 dans l'énergie et dans la transition énergétique. Donc aujourd'hui, je travaille pour ces programmes-là, pour toujours avec la même beauté, basée à Abidjan, mais avec une couverture un peu monde. Donc pour l'Amérique centrale et latine, le Moyen-Orient et toute l'Afrique et l'Asie. Donc vraiment une couverture. Pour vous dire un peu à quoi ressemble ma journée type, c'est que je me réveille avec l'Asie, je me couche avec l'Amérique latine et je saute d'une réunion à une autre avec la complexité du français, de l'anglais, parce que la langue internationale, comme l'a dit Pierre, dans des boîtes multinationales, la langue officielle reste l'anglais. Donc, mais l'anglais qui est maîtrisé plus ou moins, donc on essaye de se comprendre. Avec certains pays, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, voilà, avec tous les challenges de culture, de compréhension, de méthodologie de travail, donc c'est vraiment cette diversité culturelle est très riche, mais aussi ça apprend également à l'inclusion, l'empathie, à se mettre dans la peau des autres personnes et à essayer de comprendre ce qu'ils peuvent comprendre. Donc voilà de manière globale mon parcours. Rapidement, je vais juste vous montrer rapidement à quoi ressemble le programme RSE de Schneider. Donc en fait, on a 11 indicateurs de manière globale qui partent du climat, des ressources. On travaille également sur la confiance de l'entreprise, comment les gens ont le niveau de confiance que les employés ont sur l'entreprise. On va travailler sur des questions de genre, des questions d'accès à l'électricité pour des populations qui sont reculées, mais aussi tout ce qui est energy poverty de manière globale, la formation des jeunes et localement aussi ce que fait. Donc, par rapport à l'indicateur, voilà aujourd'hui nos résultats, on est à 6 sur 10. On essaye d'atteindre 10 sur 10 d'ici 2025, qui est un peu notre programme de... Voilà. Et juste pour vous montrer à quoi... Voilà, la couverture aujourd'hui, voilà un peu au niveau monde euh, la formation qu'on a fait dans les pays. Donc, vous voyez un peu plus ou moins beaucoup. Le plus gros marché reste l'Asie avec l'Inde. Bon, on a aussi beaucoup de jeunes, donc c'est plus simple et beaucoup d'infrastructures qui facilitent. L'Afrique, on a beaucoup de jeunes, mais on n'a pas suffisamment d'infrastructures pour atteindre ces jeunes et pas suffisamment de programmes avec les ONG pour atteindre ces jeunes. L'Amérique latine, on a beaucoup de programmes, beaucoup d'infrastructures qui peuvent accompagner nos bancs didactiques pour former les jeunes à l'insertion professionnelle. Donc, on fait aussi beaucoup de donations d'équipements électriques dans tous les laboratoires des différentes universités, lycées. Donc, voilà globalement ce qu'on fait et ce que j'ai fait pendant ces années. Donc là, je pense qu'on va passer aux questions, si vous avez des questions, histoire de laisser la place aux autres également. Attends, il faut que je remette. Parce que du coup, tu peux sortir de la présentation, s'il te Oui, plaît? Parce que oui, oui. ça me permettrait, voilà, de retrouver le chat. Ah ben, D'accord. je vois pas encore les questions là. Voilà, c'est bon. Y a-t-il des questions? En tout cas, ce que tu viens de nous expliquer est tout à fait passionnant et dans l'air du temps. On avait hier
une conférence un peu sous le mode TAP sur la CEC, la conférence des entreprises sur le climat en France. Et dans ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de sujets qui rejoignent des choses qui ont été dites hier par Olivier Renaud, qui était l'intervenant. Moi, j'ai une question pour tous les deux. Vous arrivez à vous voir de temps en temps, vous... Alors, est-ce que vous êtes majoritairement quand même à Abidjan, comme je pense, vous l'avez un peu dit, mais vous devez voyager beaucoup? Mohamed, tu veux répondre? Oui, oui, oui. On voyage pas mal. On arrive à se voir. L'avantage, ouais, c'est d'être quand même basé à Abidjan. On a quand même deux gros avantages dans nos responsabilités respectives, hein. C'est premièrement, on a le droit d'être en full télétravail. Donc moi, je suis en télétravail quasiment tout le temps quand je suis basé à Abidjan. Donc, ça me permet de passer beaucoup de temps avec la famille, hein, puis avec mon épouse, qui elle est en télétravail deux fois par semaine. Et on a aussi une certaine flexibilité. Bon, c'est un peu la mentalité canadienne, donc ça nous donne une certaine flexibilité qui fait que on arrive quand même à se mettre d'accord quand il faut être là et quand il ne faut pas être là. Donc, globalement, on peut dire que oui, qu'on arrive à bien gérer ce volet-là de nos travaux. Je pense que globalement, on peut dire qu'on est chanceux. Parce que, ben, en fait, le fait d'avoir 2 jours de télétravail pour moi et d'avoir mon mari qui est tout le temps à la maison avec les enfants, du coup, j'ai pas forcément à m'inquiéter parce que, ben, il y a quelqu'un qui est à la maison, même s'il travaille, même si je sais qu'il est dans des réunions, mais il est toujours là. Après l'émission, l'avantage, c'est que moi, de mon côté, on essaye, étant donné qu'on a une entreprise qui essaye d'être net zéro carbone, donc on réduit aussi, c'est un avantage parce que ça réduit nettement les missions, on essaye de vraiment avoir une couverture digitale. Et ben, dans l'année, du coup, ce qui me permet d'avoir dans l'année des voyages, je vais dire en moyenne par an, 5 voyages maximum. Donc, c'est quand même très, très confortable. Ce qui n'était pas le cas avant de mes prédécesseurs à ce même poste qui faisaient en moyenne 100 voyages, 100 à 150 voyages, comme Pierre l'indiquait tout à l'heure. Donc, c'est confortable, mais ça va l'être moins en moins quand on va bien sûr progresser à des postes, bien sûr, de SVP ou de VP, où là, on a aussi l'obligation d'aller plus sur le terrain. Donc, c'est vrai que tout va dépendre des carrières aussi et des trajectoires qu'on va prendre. Mais dans Moi, ton... j'ai une anecdote, hein, Vas-y, une Pierre. fois, on s'est rencontré avec Marie-Catherine à Atlanta. Elle rentrait de Paris, je partais pour le Brésil. On a dîné à Atlanta, elle est rentrée à Chicago et je suis parti à... Et là, récemment, il y a un an ou deux, je devais aller en Inde, je fallait passer par l'Autriche, elle était à Paris, elle a pris un avion et on a passé 2 jours à Vienne. Et je suis parti en Inde et reparti en Paris. Donc, il faut gérer un peu la complexité des agendas et pour se voir quand même. Moi, j'ai une Ouais. question pour vous trois là. Est-ce que s'il y a des élèves qui sont intéressés par des stages à l'étranger, c'est le moment? Est-ce que vous pouvez aider? C'est un Oui, peu le BIM, ça, Oui. pour les États-Unis, hein. C'est pas C'est facile, bien. en fait. Pas facile? Ouais, il y a des histoires de visa, des histoires de sponsors, moi, ça se fait, mais c'est pas facile, en fait. Après, c'est des processus de recrutement. Alors, surtout chez nous, on embauche plutôt on n'embauche pas assez peu de Français ou de n'importe quoi pour les États-Unis, on embauche pour la France. Donc, c'est soit des pré-recrutements pour la France, c'est les gens qui ont fait un stage avant et qui ont fait un deuxième, et puis là qu'on sponsorise pour faire un stage et qui va travailler en France au retour. Mais des stages purs comme ça, comme c'est quand même dans le cursus d'embauche, euh, on fait assez peu de gens, mais n'importe où, hein, de Mexicains ou de Brésiliens ou de Français. Mais ça se fait. moi je dirais chez Schneider Electric, ça se fait. Après, ça dépend des pays, ça dépend des zones et de la complexité que Pierre a identifié. Je sais que chez Schneider, en France, ils recrutent fortement des graduates parce qu'on a un programme de graduates, des alternants, donc il y a un fort recrutement, surtout dans mon département parce que c'est un département aussi où on veut lead by example. Donc, on veut
on forme les jeunes, donc c'est aussi à nous de montrer l'exemple en interne. Donc oui, c'est faisable. Après, il faut faire le processus. Maintenant, ce que j'allais dire, c'est qu'on a aussi un focus de genre. Donc, ils sont beaucoup à la recherche de profils de femmes ingénieurs techniques dans l'énergie parce que c'est le secteur qui est le sous-représenté en femmes. Donc voilà. Et moi, pour répondre à la question, oui, pour répondre à la question, alors nous, CPCS, on a un modèle qui est un peu particulier, hein. Donc, on embauche tous les stagiaires et, tout, et tous les alternants. On peut trouver l'équivalent des alternants chez nous. Ils sont embauchés au Canada. Ils sont tous embauchés à Ottawa. D'ailleurs, on a tous des contrats avec le Canada. Et donc, c'est très difficile, si vous voulez, d'avoir des stagiaires qui seraient basés ici. Il faut d'abord que la personne soit embauchée à Ottawa, qu'elle fasse 3 mois à Ottawa avant d'être déployé sur le terrain, ce qui peut être le parcours du combattant quand même pour un Français qui est basé en France. Par contre, dans l'environnement ivoirien, et ça j'aimerais quand même insister sur ça, voilà, il y a des opportunités d'emploi en Côte d'Ivoire avec des entreprises françaises. Il y en a pas mal qui sont installées en Côte d'Ivoire. Par exemple, sur le projet métro, j'ai plusieurs ex-collègues qui m'ont transmis leur CV et qui sont en ce moment en cours, que j'ai transmis, on va dire, aux responsables du projet métro côté entreprise. Et là, il y a plusieurs opportunités. Alors, je parle du métro parce que je connais le métro, mais il y a tellement de projets d'infrastructure en Côte d'Ivoire que ouais, il y a de la place pour trouver des opportunités de stage. Et c'est moins compliqué, bien moins compliqué qu'au Canada ou qu'aux États-Unis, comme Pierre vient de l'expliquer. Bon, la France et la Côte d'Ivoire, c'est une longue histoire d'amour, hein. Donc, il y a vraiment très, très, très peu de problèmes pour pouvoir s'intégrer ici et trouver un stage. Et notamment, en plus, moi qui ai fait le VIE, toutes les années, il y a plein d'entreprises qui recherchent des VIE, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et c'est des expériences qui sont très riches parce que faire un VIE, ça permet au moins de regarder si on aime l'environnement et derrière de continuer. J'ai d'ailleurs des anciens de promo de l'ITEM qui le font aussi et qui m'ont contacté étant à Abidjan parce qu'ils cherchaient un CDI du coup à Abidjan parce qu'ils avaient bien aimé l'expérience. Donc voilà. Après, on retrouve toutes les entreprises, une bonne partie des entreprises françaises comme Bouygues, comme Vinci, du Carrefour, vraiment dans tous les domaines, quoi, qui sont aussi à la recherche de profils. Tu as raison d'insister sur le VIE. Moi, je l'ai beaucoup pratiqué quand j'étais DRH d'ArcelorMittal au siège. On avait une quarantaine de VIE, mais c'est une super opportunité pour les jeunes, un tremplin pour l'emploi. Plus de la moitié des VIE étaient embauchés derrière, et de toute manière, une superbe expérience à l'international. Gaspard pose une question. Alors, tous les deux, vous êtes expatriés entre guillemets en Côte d'Ivoire, mais pas vraiment. Est-ce que vous encourageriez une expatriation pour quelqu'un qui n'est pas originaire de la Côte d'Ivoire, par exemple? Ouais, alors, moi, je vais me permettre de répondre directement parce que j'ai quand même été le moteur du retour du couple Diallo, on va dire, en Côte d'Ivoire. Moi, oui, j'encouragerais n'importe qui à venir s'installer en Côte d'Ivoire. En fait, c'est l'un des pays, si vous voulez, en Afrique où on a le moins de chocs culturels quand on vient de la France. D'accord? C'est un pays qui est intermédiaire. On retrouve tout le côté africain, on va dire Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, et on retrouve tout ce qu'on peut avoir en France notamment. Donc, je pense que quand on s'expatrie dans un environnement, en fait, il y a le travail, ça c'est une chose, mais après il y a la vie, il y a l'adaptation au mode de vie, il y a l'adaptation à la mentalité. Et je pense, ouais, j'encouragerais n'importe qui à venir à s'installer en Côte d'Ivoire. Et parce que c'est un pays qui est en plein essor, qui a un PIB, je sais pas, de quoi, 6-7% par an, enfin une croissance, pardon, de 6 ou 7% par an. Il y a pléthore de projets d'infrastructures partout. Enfin, le pays il est en reconstruction, parce qu'il y a une grosse crise militaire pendant 10 ans. Donc ouais, c'est un pays d'opportunités, c'est un pays où on peut voir, on peut pas mal se développer. Je me permets, je pense, mon fils a fait des stages là-bas. Ce que tu viens de dire, je pense que c'est vrai pour Abidjan. C'est pas vrai pour, pour le reste du pays. Ouais, quand même, ouais. Ah oui, Ça, c'est vrai.
Mais du coup, juste pour compléter à ce que Mohamed disait, c'est vraiment la Côte d'Ivoire, c'est comme. De toute façon, je préciserai Abidjan, comme l'a dit Pierre, mais généralement, beaucoup de postes sont directement à Abidjan. Franchement, n'hésitez pas parce qu'il y a une bonne communauté, de toute façon, française, de jeunes Français. Et parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises et c'est très dynamique. Donc, on est vraiment. J'ai toutes les personnes, généralement, les Français même qui ne sont pas originaires de la Côte d'Ivoire, qui ont fait des VIE, cette communauté de VIE, généralement, ils recherchent un emploi de CDI sur place. Donc, c'est pour vous montrer un peu, je pense que en moyenne, on doit au moins être à 60% quoi, de recrutement derrière. Une dernière question pour tous les deux de la part de Victor. Est-ce que vous pensez tous les deux avoir trouvé le métier qui vous fait vibrer professionnellement et personnellement? Moi, j'ai senti un peu que oui, quand même. Et est-ce que vous comptez rester longtemps dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, ou est-ce que vous avez des envies un jour de faire autre chose, découvrir de nouveaux horizons? Je vais laisser Jeanne parler en premier. Parce que pour la découverte des horizons, c'est plutôt moi qui ai ce profil, plus que lui. Lui, il est plutôt sur la stabilité. Du coup, moi, je dirais oui. Honnêtement, en trouvant, avant de rentrer chez Schneider, je changeais beaucoup d'entreprises, relativement. J'avais pas forcément trouvé professionnellement, oui, c'était intéressant. Construire des ponts, c'était intéressant. Mais bon, au bout de 6 mois, on comprend la technologie, on comprend l'ingénierie derrière et c'est toujours la même chose, les fondations, les piles et le tablier. Donc, ça va relativement vite techniquement. Alors que quand j'ai rejoint Schneider, ben, jusqu'à présent, je me fais toujours challenger. Les sujets sont très vastes, les problématiques sont vastes, les territoires sont vastes. Donc, tous les jours est un nouveau challenge, une nouvelle thématique. Et en plus de ça, je dirais ce qui est très important lorsqu'on cherche son entreprise et tout, c'est les valeurs de l'entreprise. Je suis encore chez Schneider et je sais que c'est une bonne école pour moi pour apprendre et pour gagner en expérience parce que on est dans une culture d'entreprise avec qui a de très bonnes valeurs et notamment l'inclusion, la diversité. On va faire des choses qui ont un but. Par exemple, là, toute la formation des jeunes, essayer d'accompagner, pas uniquement en tant que business pour se faire de l'argent, mais on veut également accompagner les communautés, soutenir les communautés. On finance, on met plus de 4 millions d'euros par an pour financer les communautés locales. Donc, du coup, ce qui fait que tout de suite, ça devient passionnant. Et on a toujours envie de continuer et d'être challengé et de voir. Donc, pour l'instant, de mon côté, je ne vois pas. J'aimerais bien rester dans cette entreprise. Après, changer de poste, oui, parce que ben, forcément, l'évolution, étant donné que c'est tout un monde dans Schneider avec des postes, des possibilités, des business units qui sont très différentes. Donc, oui, à chaque fois, ben, tous les 2, 3 ans, généralement, je pense à changer de poste. Maintenant, changer de lieu aussi, la question se pose parce que ben, d'une zone à une autre, les problématiques, par exemple, être basé à Abidjan, le fait de faire digitalement, oui, je travaille avec des cultures différentes, mais ça reste toujours différent que d'aller s'installer dans un nouveau pays et de revivre l'immersion parce que je reste quand même d'Abidjan dans une certaine zone de confort, alors que ben, se challenger, ça fait toujours grandir d'aller ailleurs. Donc oui, tout ça, c'est aussi, j'y pense. Très Donc bien. voilà. Merci à tous les deux. Je vois l'heure qui tourne. Là, on va maintenant laisser les 20 minutes pour Benoît. Bon, on va dépasser certainement un petit peu 20 heures, mais Benoît, c'est toi Merci. qui as la main maintenant. Merci beaucoup. Très bien. Alors, je suis Benoît Gérardetti, ingénieur central Lille. Alors, la promotion, c'est 2007, hein, pas 2006, parce que j'ai fait une année de césure. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler à la robustesse et à la pérennité des opérations industrielles. C'est à peu près ce que j'ai fait sur tous mes postes. J'ai travaillé que dans des PME de moins de 200 personnes. Euh,
et dans différents secteurs, donc de l'usinage, la fonderie, l'impression numérique, la personnalisation de logos, la découpe de laser et les revêtements muraux et maintenant un peu dans l'aéronautique. Oui. Donc, comment? Et mon Dieu, c'est vaste. Voilà, donc ça fait voilà, ça va s'expliquer juste après. Donc après, sur ma carrière, pour faire très bref, en résumé d'une ligne, je passais 12 ans en Chine. Et un peu plus dans le détail, j'ai commencé par une année de césure à Shanghai, où là, c'est de l'approvisionnement, donc c'est plus de la quincaillerie, quoi, donc des verrous et des cadenas pour un équipementier qui faisait des portails de jardin. Ensuite, après l'école, j'ai commencé par un VIE, qui s'est suivi par un contrat d'expat assez classique, donc chez PPC Fraissinet. Donc là, c'était de l'approvisionnement pour les ponts à haubans. Il y a des pièces mécaniques qui servent à l'ancrage des câbles. Donc il y a une partie en fonte à l'intérieur du béton et l'autre à l'extérieur qui est en métal usiné. Donc ça, c'est sourcé sur l'Asie. Donc il y avait aussi en Thaïlande et en Inde. Donc je gérais l'approvisionnement. Donc PPC est une filiale en fait qui ne fait que ça, l'approvisionnement des matériaux pour Fraissinet qui eux font la maîtrise d'ouvrage sur ces ponts-là. Pourquoi j'ai démarré en Chine? C'est à l'époque, donc c'est donc vers 2006, 2007. C'était vraiment une terre des possibles. Alors vu l'option qui m'intéressait, c'est le chimie industrielle. Il y avait énormément de choses qui se passaient là-bas, énormément d'usines, de potentiel d'aller soit faire fabriquer, soit acheter là-bas. Il y avait quand même tout un environnement qui était assez très, très, très dynamique. Et l'impression que j'en avais avant de partir, c'est complètement confirmé avec l'année de césure. C'est pour ça que juste après le diplôme, j'ai voulu continuer sur cette voie-là. Il y a, ça c'est enfin jusqu'à maintenant, voilà, je trouve qu'à l'époque en tout cas, il y avait vraiment une dynamique pour favoriser en fait que ce soit l'implantation, l'installation ou l'investissement, l'accueil, enfin d'étrangers qui viendraient travailler en Chine. Et ça, c'était vraiment très agréable de se sentir partie d'une dynamique. C'est-à-dire que dans la communauté internationale que je pouvais rencontrer, c'était un sentiment qui était partagé. Donc, il y avait toujours des projets, des choses qui devenaient des réalités, qui passaient d'une idée à une réalité assez rapidement. Et c'était faisable. Il y avait vraiment cet optimisme industriel dans l'air. C'était très vivifiant. Suite à ça, le poste m'a déplacé en Inde, où sur un projet de pont, justement, il y avait une contrainte de contrat pour s'approvisionner à un certain pourcentage avec une fabrication en Inde. Euh, cette, euh, Cet élan comme ça industriel que j'ai essayé de décrire, ce sentiment de voir les choses possibles, j'ai pas retrouvé en Inde. Et en Inde, j'ai pas trouvé l'impression que voilà, tout était possible, qu'on pouvait engager des procédures, des démarches, que ce soit en qualité, en gestion, en planification. J'ai pas retrouvé, alors ça ne me correspondait pas. Toujours est-il que il y a bien quand même un lien entre la personnalité et le pays où on est, et des fois ça colle, des fois ça colle pas. Donc, je voulais quand même souligner ça parce que je pense que les autres ont bien présenté qu'effectivement, ça, savoir s'adapter, c'est assez, on y pense immédiatement, mais il y a quand même des fois, j'étais en Chine, je pensais quand même savoir m'adapter. Je suis arrivé en Inde et j'ai trouvé que peut-être que je savais m'adapter, mais que tout me plaisait pas, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Savoir s'adapter, c'est une belle qualité, mais ça ne veut pas forcément dire que ça marchera partout. Voilà. Donc, après l'Inde, je suis retourné en Chine, hein. J'ai démissionné, je suis reparti en Chine, j'ai cherché un travail et j'ai commencé chez QCS. Donc, QCS, je suis resté 11 ans. Au début, pareil, le profil d'approvisionnement.
gestion des fournisseurs et au bout de 5 ans, donc je gérais aussi la partie tout ce qui était logo, personnalisation. Donc là, on parle de choses, les produits fabriqués avaient, je sais pas, c'était 20 centimes de dollars pièce, quoi. Hein. Donc c'est vraiment des objets promotionnels à faible valeur, mais personnalisés. Donc c'est ça la complexité. Et ensuite, au bout de 5 ans, on a déménagé sur un nouveau site. Donc j'ai dû sélectionner le site, faire aménager l'usine. Je suis passé directeur général. Il y avait 2000 mètres carrés, il y avait 50 personnes. C'était une opportunité qui était fantastique. La mission était vraiment incroyable. Ça, c'était, je pense, de l'intérêt que j'ai eu à mon poste enfin, l'intérêt sur l'épanouissement professionnel. C'était vraiment le moment le plus intéressant de ma carrière. Et justement, c'est ça que je voulais, peut-être à travers le parcours que j'ai eu, qui se termine pas là, hein, à ce moment-là, ça continue après, mais qui a bien quand même un moment donné où ce qui m'a tiré vers l'avant, c'est l'épanouissement professionnel en premier, et que par la suite, c'est vraiment l'épanouissement personnel ou les responsabilités en fait, que j'ai eues personnellement qui ont guidé mes choix. Et voilà, donc on peut avoir de belles carrières et il y a des moments où ça ne marche pas comme prévu. Donc là, en l'occurrence, pour ça, je mentionnais le prix des objets qu'on fabriquait. C'est des objets promotionnels. Il y a eu le Covid. Euh, il n'y a plus eu d'achat à l'export. Ensuite, ça a été confinement à l'usine. Puis à un moment donné, ça n'a plus marché. Donc l'usine que j'ai mis en place, j'ai dû la fermer. Tout le personnel que j'avais embauché, j'ai licencié, j'ai liquidé les stocks, les machines, j'ai fermé la licence de la société. Donc en Chine, donc j'étais responsable légal. Donc l'application du droit en Chine est quand même sujette à interprétation par le bureau du parti local. Donc il y a la mise en prison et pas forcément sujette à une décision du juge, quoi. Il y a des mises en prison de responsables légaux si les choses se passent pas bien. Donc c'est tout déjà l'événement qui était relativement dramatique s'accompagnait quand même d'une pression à pas se faire bloquer ou confisquer le passeport. Enfin ça peut arriver, quoi. Donc voilà l'événement un peu dramatique qui a suivi. Donc suite à ça, j'ai changé de poste hein, une fois que j'ai réussi à fermer cette usine. J'étais directeur des opérations chez Comaspec. C'est une société canadienne qui fait, comment ils appellent ça là j'ai oublié leur motto marketing, mais ils font grosso modo de la construction. Ils organisent le sourcing, ils font l'assemblage en pièces de mécano soudées. Et donc vont se retrouver à faire des projets. Ça peut être des équipements pour des sociétés minières ou voilà ou des choses plus petites, mais sur la partie qui me concernait, on ne faisait que de la découpe laser sur feuilles de métal. Donc là, on était, je suis, ouais, 20-30 sur le bâtiment de découpe. Donc là, ce qui était vraiment intéressant, c'est déjà qu'il y avait un management qui était canadien, qu'il y avait déjà des choses qui fonctionnaient et un chef de production. Donc là, ma mission était d'adapter les pratiques pour la mise en place de vente sur un site internet des pièces avec une estimation du prix qui était automatique. Donc fallait travailler à la fois avec la production, avec l'IT et essayer d'appliquer les besoins de l'ERP pour que tout colle et que les choses se coordonnent bien. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis, rebond du Covid, à un moment donné, confinement à Shanghai, confinement très, très, très strict, avec des gens qui meurent de faim chez eux. Donc là, c'était le moment de se décider à partir de Chine.
À l'époque où je travaillais chez QCS, je me suis marié, j'ai 3 enfants. Donc, actuellement, j'ai un grand de 5 ans et des jumelles de 3 ans. Donc, au moment où il y avait ce confinement à Shanghai, voilà, j'avais des jumelles de moins d'1 an. Donc, ça aurait été inconcevable de se retrouver dans une situation de confinement ou de séparation, vu que j'étais au travail à 40 minutes de chez moi. Donc voilà, donc ça, c'est les choix qui ont guidé ma carrière. Donc, je pense que ça met assez en avant que on saisit les opportunités qui se présentent et que des fois, voilà, il y a des perturbations extérieures qui viennent chambouler un peu ce qui était prévu. Donc maintenant, je suis en France, j'ai un poste. Ce qui a changé énormément, c'est que en Chine, l'intérêt, enfin, j'étais bon, si on peut dire, un stéréotype d'ingénieur très couteau suisse à devoir gérer l'installation électrique sur la construction de l'usine ou gérer la compta externalisée, le recrutement, les procédures, la préparation pour devenir ISO. Enfin, il y avait une multitude de projets. Et ça, c'était très intéressant. Il y avait aussi toujours ce dynamisme, même si je trouve qu'en Chine, l'accueil et la volonté d'aller sur cette voie-là, la partie industrielle, est beaucoup moins présente qu'il y a 10 ans. Donc, voilà, côté carrière, voilà, ce que je veux souligner, c'est que j'ai beau avoir 12 ans d'expérience en Chine, je suis pas certain que mon profil en Chine reste pertinent. Je pense que en Chine, ils sont plus sur d'autres secteurs, que l'industrie sur laquelle je travaillais est pas vraiment privilégiée actuellement. Les secteurs porteurs, c'est plus tout ce qui est électronique, intelligence artificielle. Enfin, là, ça recrute, quoi. Il y en a beaucoup. Sur bon, le développement des opérations industrielles, je pense pas que la Chine, ça soit encore le futur. Donc, on se retrouve aujourd'hui, voilà, avec cette carrière internationale où les qualités qui se développaient relativement bien dans un environnement dynamique doivent s'adapter à un environnement en France parce que je suis rentré en France. Enfin, je suis parti vers la France. Donc, actuellement, je travaille dans une petite start-up voilà, qui transforme de la peinture liquide en film sec qui, euh, qui est collé au mur. Ils ont transposé cette idée à la peinture d'avion. Et donc, on transforme aussi la peinture aéronautique en petites gommettes qui viennent se coller sur l'aéronef pour faire des réparations mineures. Donc, ça, c'est la partie, c'est le début, quoi. On n'en fait pas beaucoup, on fait moins de 1000 par an. Euh, c'est, c'est c'est embryonnaire. Donc, j'ai retrouvé en France finalement un poste où ma capacité à faire un peu de tout est mise en avant. Pour autant, je gère 2 personnes. Voilà. Donc, il y a quand même un net recul en arrière. Ça se sent sur les projets que je peux gérer, l'amplitude, le salaire. Donc, ça a quand même énormément d'impact. Voilà, alors, je pense que j'ai dépassé les 10 minutes. Ce que je voulais quand même mettre en avant aussi, c'est qu'une carrière internationale, il y a beaucoup de supports qu'on n'imagine pas, en particulier de la famille. On n'a pas tous notre chambre chez maman qui nous attend toute notre vie. On n'a pas forcément. Faut prévoir les choses. Là, en l'occurrence, après ce retour de Chine, il se trouvait que j'avais investi dans un appartement que je louais en France. Voilà, c'est cet appartement qui est quand même, on va pas sauver la vie, mais qui a quand même facilité énormément les choses. Du coup, j'ai pu revenir en France et être quelque part. Donc il y a quand même, même si financièrement, effectivement, avoir plus de responsabilités à l'étranger, on est payé en conséquence. Mais voilà, il y a la gestion de l'imprévu qui coûte beaucoup plus cher que une carrière sur place, quoi. Pour autant, je ne regrette rien. J'aurais fait les mêmes choix aux situations auxquelles j'ai fait face.
Voilà. Je pense que sur mon parcours, voilà, j'ai essayé dans le parcours de présenter en fait les points qui m'avaient impacté. Une question de Victor qui demande quelques précisions sur ton expérience en Inde. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Quel est ton retour d'expérience sur ce passage? Oui, alors bah, sur l'Inde, j'y suis arrivé en me disant j'arrive à gérer je sais pas moi, 20 fournisseurs à Taïwan et en Chine avec ce que j'ai mis en place d'outils, de planification, de contrôle qualité. Je pensais que 2 fournisseurs en Inde, ça allait pas être problématique. Euh, les méthodes que j'ai voulu appliquer chou blanc. Enfin, j'arrivais pas à avoir un seul planning. J'ai pas réussi à parce que pareil, hein, la qualité c'est bien beau, on a tout dit, on n'a rien dit, hein. Mais sur le contrôle et la volonté d'atteindre un niveau de qualité qui correspond à l'exigence, hein, c'est pas moi qui définissais l'exigence. Je n'ai pas réussi à trouver en Inde le moyen de faire comprendre cette exigence et de la faire partager en fait. Donc, sans réussir à motiver les fournisseurs sur le même objectif, c'était c'était difficile d'atteindre des résultats positifs. Avec, j'aurais pas choisi ces fournisseurs-là à titre personnel. Donc, je sais pas. Là, c'est une grosse société. C'était des accords, voilà, entre Freycinet et l'Inde. Donc, je sais pas, je suis assez persuadé que le fournisseur n'a pas été sélectionné pour son expertise. Donc faire face à ça, on se sent assez impuissant. Donc effectivement, soit on persiste, soit on arrête, quoi. Donc là, j'étais impuissant à obtenir le résultat voulu en Inde. Question de Nathan. Sur le réseau, est-ce que tu as bénéficié d'un réseau en Chine pour retrouver un poste quand tu as dû fermer ton usine? Et de manière générale, comment tu vois l'importance du réseau dans un parcours professionnel? Je pense que c'est absolument primordial. En Chine, il y avait beaucoup, alors, c'était organisé par la chambre de commerce, mais il y avait d'autres réunions. Mais la chambre de commerce organisait bon, ça, c'était des apéros, hein, grosso modo, hein, mais par secteur. Et c'était utile parce que beaucoup de problèmes enfin, les problématiques sont partagées. Une fois qu'on cible un peu sur le secteur, on a à peu près tous les mêmes problèmes. Donc ça, c'était important déjà pour pas se sentir isolé, pas devenir fou, et puis ça permet de connaître d'autres sociétés. Ça permet aussi tout ce qui est visite d'usine. Alors ça, c'est fantastique. Donc ça, avec le réseau, ça c'était très bien. Ensuite, là où le poste que j'ai trouvé après avoir fermé l'usine, c'était par LinkedIn. Mais bon, ce qui jouait aussi, c'était d'avoir déjà un permis de travail, d'être déjà sur place. Et puis c'était la période où bah, en fait personne pouvait rentrer en Chine. Enfin, pas les étrangers pouvaient pas rentrer en Chine. Donc il y a eu les deux qui ont joué. Être là au bon moment et puis être au moins connecté avec les personnes locales. Très bien, merci beaucoup Benoît. Il est 20h05, là on a pris un engagement de terminer vers 20h. Laurence, est-ce que tu veux donner quelques mots de conclusion? Laurence. Alors, ça va être compliqué parce que moi, je suis dans la, je suis dans la rue. Mais j'ai Ah, trouvé toutes vos interventions passionnantes. Donc, merci énormément à tous les quatre. Et ce qui est chouette, je trouve, c'est que à la fois, vous avez des parcours hyper différents et en même temps, il y a plein de ponts dans les témoignages que vous avez faits. Donc merci, un grand merci. Et je vais te laisser le dernier mot, Jean-Pierre. voilà, donc merci à tous pour votre participation. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement
Alors pour vous, si vous souhaitez revoir des séquences, mais surtout pour vos relations qui pourraient être intéressées. Euh, Concernant l'étape, on va avoir très prochainement le dernier étape de l'année. Après, sur le mois de juin, c'est compliqué de faire, tout le monde se disperse, etc. Donc le prochain, c'est le 21 mai, le mardi 21 mai, et donc nous allons traiter, à la demande des étudiants, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, les thèmes choisis, ce sont les étudiants qui nous les déterminent et qui nous les priorisent. Et là, on va parler de l'éthique de l'ingénieur, l'ingénieur et l'éthique. Et là, on a, Geneviève et moi, un camarade de promotion là, qui est un peu expert dans ce domaine, qui interviendra avec une autre personne qui, elle, n'est pas alumni, mais qui a l'habitude aussi de traiter ces sujets-là. Donc, on va lancer la communication dans les jours qui viennent. Vous êtes les bienvenus pour y participer. Je ne sais pas si Mathieu est encore en ligne, s'il souhaite dire un petit mot. Je sais pas Bon, si- moi, j'ai envie de dire merci. Merci à nos quatre intervenants. C'était très intéressant, très varié. L'Amérique, l'Inde, et la Chine et puis l'Afrique. On a presque fait le tour du monde. On a fait le tour du monde, en effet. Oui. Merci à vous tous. Merci de votre fidélité à l'école. Et si on a des demandes, on pourra vous les transmettre éventuellement, s'il y a des élèves intéressés, qui n'hésitent pas. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci Merci. beaucoup. Bonne Parfait. soirée. À la Bonne prochaine. Merci soirée. à Merci, bonne tous. soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.